Ah là là, le cinéma. Salut à tous, c'est Coco, rappeur, créateur de contenu, toujours à propos de la culture et surtout toujours là pour vous servir. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de cinéma, quand on parle de télévision, quand on parle de séries, quand on parle de dessins animés, bien souvent on pense au divertissement, on pense à de la fiction. Mais c'est bien plus proche du réel que vous ne le pensez. Parce que oui, les images servent à raconter des histoires, mais pas que. Elles peuvent nous donner des angles de vue, des perceptions. Elles peuvent nous dire ce qui est important, ce qui est secondaire, ce qui peut être sauvé et ce qui peut disparaître sans pour autant que ça ne dérange le récit. Et dans cette hiérarchisation invisible des images, on a bien un groupe qui en a fait les frais, plus que les autres, ou peut-être pas pour certains, mais ce sont les personnes noires. Je vous refais pas l'histoire. Vous connaissez le personnage noir qui meurt au début du film, vous connaissez le personnage drôle, loyal, parfois le confident, mais qui ne peut être le personnage principal. Vous connaissez le personnage dangereux, et plus récemment, on a vu le personnage étrange, ou encore déviant, bien souvent dans l'hypersexualisation, et réduit à ça, ou dans une marginalisation accentuée. Après, vous me direz, tout ceci s'explique. Parce que le cinéma arrive à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, dans un contexte particulier. On sort de la colonisation, on sort de l'esclavage. Aux États-Unis, la ségrégation est légale et on a peur d'un renversement de l'ordre social. La France, elle, se dit universaliste, ne reconnaît pas de différence entre les races, mais dans les faits, administre et hiérarchise des populations entières. Donc les logiques ne sont pas si éloignées que ça. Donc on comprend rapidement que le personnage noir n'est pas un personnage neutre. On comprend rapidement que le cinéma, en réalité, lorsqu'on le réduit au divertissement, peut servir à normaliser ou encore à rendre naturelle certaines dominations. En fait, il s'inscrit dans un contexte politique, économique. Nous allons donc voir les différents personnages noirs au cinéma dans cette vidéo, mais pas que. Nous allons voir l'impact qu'il y a eu sur les personnes noires et sur leur perception d'eux-mêmes, et surtout la vision qu'a la société sur les personnes noires ou sur les personnages noirs. Mais on va y aller dans un ordre chronologique. J'avoue, le titre était un peu putaclic, mais pas faux pour autant. En réalité, vous l'aurez compris, on va parler de différents personnages noirs qui sont revenus, comment ils ont été construits comme des menaces ou des problèmes sociaux pour masquer d'anciennes comme de nouvelles formes de domination, et à chaque fois on y mettra le contexte, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et pour bien commencer, prenons l'archétype qui a permis d'ouvrir la voie aux autres, le personnage noir sacrifié. Il meurt souvent en premier, que ce soit au début ou à la fin du récit, et ça reste un outil narratif. Malheureusement, le personnage noir, à une certaine époque, ne pouvait que lancer une intrigue ou permettre au personnage principal de poursuivre sa quête. Aux États-Unis, il y a un héritage de l'esclavage puis de la ségrégation, période durant laquelle les personnes noires étaient abattues sur la place publique, humiliées sur la place publique, comme dans les minstrel shows, spectacles dans lesquels des personnes blanches se grimaient en personnes noires, se maquillaient en noir pour déshumaniser la population, déshumaniser ce groupe. Donc, le fait de rabaisser les personnes noires, ou même la mort des personnes noires, c'était quelque chose de banalisé. En France, c'est bien différent. Il n'y a jamais eu de millions d'esclaves sur le territoire métropolitain, mais la France était un empire colonial immense. La France a déporté des millions de personnes, a sacrifié des millions de personnes, a humilié des millions de personnes également, dans le but de bâtir une grande civilisation. Mais le cinéma n'est pas violent pour autant. La télévision n'est pas violente pour autant. En fait, la télévision ou le cinéma ne sont que des outils, des produits culturels qui prennent une réalité, nous la présentent et parfois, volontairement ou non, la rendent acceptable. Mais ce qui est d'autant plus frappant, ce n'est pas la fréquence à laquelle les personnages noirs perdent la vie, mais c'est plutôt la manière dont leur mort est traitée. En effet, quand un personnage noir perd la vie, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de grande remise en question morale et le récit continue tout simplement. Et quel effet ça a sur la population? Quel effet ça a sur la société? On se dit, peut-être tout doucement, en chuchotant, que la valeur symbolique de la vie d'une personne noire est moindre. Et ça n'a pas d'effet uniquement sur la société, ou du moins, l'effet est encore plus désastreux sur les personnes noires. Parce qu'en ayant grandi en voyant des personnes qui nous ressemblent, qui meurent tôt, systématiquement, qui ne sont jamais au centre du récit, on finit par limiter notre pensée, limiter notre imaginaire. Et il y a un message implicite. Vous êtes ici, mais pas pour longtemps. Vos rôles sont transitoires. Et suite à ces critiques, suite à cette critique, un personnage est progressivement apparu, un personnage noir qui ne meurt pas. À une condition, il doit être utile, sympathique, mais surtout acceptable. Nous allons donc l'étudier. Ce qui pouvait paraître à l'époque comme une avancée, en réalité, avec du recul, n'est qu'un compromis. Le personnage noir ne meurt plus, il est visible, mais à une condition. Il doit être utile. On va chercher des qualités bien précises chez lui. La loyauté, la sincérité, l'humour. Il doit être drôle et il n'aura pas plus de complexité. Et quand il va sortir de ces clous-là,
directement, il va être dérangeant, il va être suspect. Et c'est ça qui est terrible et qui est dommage. Après, encore une fois, il y a le contexte. Par exemple, aux États-Unis, on sort de la guerre de sécession. La guerre de sécession qui oppose la Caroline du Nord à la Caroline du Sud. La Caroline du Nord qui est contre l'esclavage, qui veut mettre fin à l'esclavage. La Caroline du Sud qui est assez fâchée. Vous m'aurez compris. Et c'est la Caroline du Nord qui a remporté cette guerre-là. Donc, forcément, on ne peut plus se taper le cliché du noir qui meurt tout le temps, le cliché du noir qui n'est presque pas visible et lorsqu'il est visible, se mange une mort brutale. Pour la France, c'est différent. C'est dans un contexte d'immigration que les noirs vont apparaître sur les écrans et que leur rôle va évoluer également. Mais pareil, on va chercher toujours les mêmes qualités. Il doit être drôle, il doit être loyal. Bref, il n'est jamais complexe. Il n'est jamais une personne à part entière. Il n'est jamais le centre du récit. Il n'est jamais le héros auquel on peut s'identifier. Et pour déterminer qui peut être un leader, qui peut être un héros, dès l'enfance, c'est fait via l'animation. Mais quand les personnages noirs ne sont que des personnages secondaires, c'est très difficile de pouvoir s'identifier pour les personnes noires. Et ça, il faut le comprendre. On ne peut pas s'imaginer héros si on n'a pas d'héros qui nous ressemblent. On ne peut pas s'imaginer leader si on n'a pas de leader qui nous ressemble. Et du coup, suite à cette critique, va apparaître un nouveau personnage qui ne sera toujours pas décisif, mais qui va aux antipodes du dernier, le personnage noir dérangeant. La raison pour laquelle on s'est bouffé énormément de films de gangsters avec des personnages noirs, bien qu'il y ait des bons films et des films que j'ai appréciés, c'est qu'on est dans une période aux États-Unis, les années 70-80, dans laquelle les politiques sont dures, c'est la lutte contre les substances. Voilà. Et durant cette période-là, ça va donc se ressentir derrière les écrans. On va représenter les personnes qui habitent dans des quartiers, donc les personnes qu'on a parquées dans ces quartiers-là suite à la fin de la ségrégation, en l'occurrence des personnes noires, et la manière dont on va les représenter, c'est celle-ci qui me pose problème. Parce qu'on les représente sans réelle profondeur. On les représente comme une masse, comme un groupe. C'est pas individuel. Ils n'ont pas forcément de psychologie profonde. À part quand ce sont les personnes noires elles-mêmes qui produisent des séries ou des films pour représenter leur réalité. Là, en l'occurrence, on sent direct le changement, on sent direct que c'est bien fait. Mais sinon, quand ça commence, on ne présente pas les personnes noires par le biais de la psychologie, on ne les présente pas par le biais de la politique, parce que ça s'explique politiquement, on n'explique pas non plus par le biais de la sociologie. Voilà, les noirs sont juste des silhouettes menaçantes, des gangsters, des braqueurs, des addicts aux substances, mais ça s'arrête là. Et c'est ça qui est dommage. Et en France, c'est à peu près similaire, mais ça arrive un peu après, avec les années 90 et les quartiers, et donc c'est un peu la même logique. Pareil, c'est pas individuel, c'est le groupe, on met tout le monde dans le même sac, et tout ceci va générer un sentiment dont les politiques raffolent. C'est la peur. Et avec la peur, on fait bouger un peuple. Parce que oui, on peut croire que c'est juste cliché, mais la peur, ça devient un moteur pour certains. Mais bref, vous l'aurez compris, on a aussi critiqué ce personnage. Des personnes ont critiqué, ont dénoncé le fait que c'était raciste, que on renvoyait sans cesse aux stéréotypes, aux clichés. Donc un nouveau personnage va apparaître. Et ce personnage, certes, sera plus fixé sur l'individu, ou du moins il y aura plus de focus sur l'individu, il aura une psychologie, mais sera d'autant plus marginal. Analysons-le. Malheureusement, on vit dans un monde dans lequel la sexualité des uns intéresse les autres, la perturbe, la dérange. Aux États-Unis comme en France, à notre époque, on est dans un contexte de progrès. D'accord ? On progresse, on permet à tout le monde de s'accepter comme ils sont, d'être représentés, et on pousse à la tolérance, parce que c'est très important. Mais j'ai quand même un problème avec la représentation des personnages ou des personnes LGBT sur nos écrans. Souvent, lorsqu'on a des personnages LGBT, on les voit uniquement sous le prisme de leur sexualité. Alors qu'une personne LGBT, au même titre qu'une personne qui ne l'est pas, a de la profondeur, a sa propre histoire, a une psychologie. Et c'est souvent le cas avec les personnages noirs. On n'a pas assez de profondeur avec ces personnages. Et c'est très perturbant, c'est très dérangeant. Parce que des personnes LGBT dehors, j'en ai rencontré plein, j'en connais plein, et elles sont toutes différentes, uniques, elles ont toutes leur perception des choses, elles ont toutes leur vécu. Bref, ce sont des personnes entières. Et c'est quelque chose qui a été installé dans un but, à mon avis. Après, dites-moi si j'ai tort. Mais c'est afin d'effacer les véritables luttes pour les personnes noires. Suivez bien. Les personnes noires sont individualisées, certes, on prend plus en compte les individualités, mais ça nous permet d'omettre les autres.
Ça nous permet, en tout cas ça nous force à nous focaliser sur des trajectoires. Et donc, on en oublie les autres inégalités. Et puis, ça a un autre impact. L'impact sur les personnes noires est toujours le même, vous l'aurez compris tout le long de la vidéo, c'est que on a toujours le sentiment d'être mal représenté. Puisque c'est un personnage qui revient de plus en plus souvent, mais auquel on ne peut pas non plus tous s'identifier. Pourtant, c'est bien que la diversité soit représentée comme on l'avait demandé dans le point précédent. Mais finalement, ce n'est que pour parler d'une personne pour qui sa vie tourne autour de la sexualité. Et c'est ça qui est fortement dérangeant. Et tout ce qui est mis en place, en fait, ça masque une fois de plus une logique de domination. Ok, il y a encore des problèmes, mais on les tasse, on leur sert quelque chose qu'ils nous ont demandé, c'est-à-dire de la diversité, mais on ne le fait pas bien pour autant. Et après, forcément, une question vient. On va se demander, mais qui fixe, qui décide de tout ça? Parce que ça dépasse l'artistique. Il y a bien trop d'impact. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Si on a toujours les mêmes images qui se répètent sans pour autant rompre totalement avec le passé, c'est parce qu'il y a une logique derrière. Il y a des personnes qui financent, il y a des producteurs, il y a des acteurs qui participent, il y a des annonceurs, des sponsors. Bref, cette logique a deux formes. La première est économique. Parce qu'aujourd'hui, la diversité, elle est rentable. C'est un label, c'est un signe de modernité. Et elle permet d'accrocher un nouveau public sans pour autant perdre l'ancien, cette logique. Au final, on pense monnaie. La seconde est plus politique et plus minoritaire. Il y a toujours des gens qui écrivent des histoires pour transmettre de véritables messages, pour remettre en question. Face à ces représentations dominantes, dites-vous que des résistances ont toujours existé. Il y a toujours eu des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des écrivains qui se sont battus pour faire valoir la vérité, ou du moins nous présenter des personnages noirs complexes, des histoires complexes, avec des explications sociologiques, des explications politiques, concrètes, mais rapidement, ils vont se heurter à deux problèmes. Le premier problème, il est au niveau économique. Ils ont peu de moyens pour financer leur production, et forcément, ils vont toucher moins de personnes. Ils vont avoir donc moins d'impact. Et la tendance, la vapeur, va mettre du temps à s'inverser. Dans le second cas, le problème est au niveau de la récupération. Oui, parce que souvent, quand tu vas délivrer un discours en marge, et comme ça a été le cas, par exemple, avec le personnage dit étrange, ou voire le personnage LGBT, dont je parlais tout à l'heure, quand on va récupérer ce personnage-là, on va souvent le dénaturer, on va souvent extraire certains éléments, mais délaisser la profondeur et le propos. Et c'est à ça que sortent les personnes qui luttent. Et il y a toujours existé des personnes qui ont lutté pour faire valoir, en fait, la vérité et la complexité de la personne noire. Revenons une dernière fois sur l'impact réel. Quel est l'impact réel de ces représentations accumulées? Et l'impact est sur plusieurs niveaux. Premièrement, comme on l'a dit, sur les personnes noires et leur perception d'elles-mêmes. Je vous apprends rien. Maintenant, vous l'aurez compris en suivant la vidéo, ça impacte la projection de soi. On se voit difficilement comme quelqu'un de complexe. On se projette difficilement comme un leader. Ou même comme une personne légitime. Voilà. Parce qu'on n'a pas été représenté comme médecin, par exemple, on a du mal à s'imaginer médecin. Ensuite, il y a un impact sur les autres. Et cet impact-là, il est particulier. Parce qu'il peut être sous différentes formes. Tout d'abord, il peut façonner leurs attentes. Parce que, à force de voir les personnages noirs de telle ou telle façon sur leurs écrans, ils vont en attendre de même dans la vraie vie. Ensuite, dans un second temps, ça peut pousser à la méfiance ou à la peur, ou même, dans le cas contraire, à la condescendance. Et sur un plan collectif, c'est terrible. Parce que ça normalise certaines politiques, qu'on ne remet plus en question finalement, et ça normalise certaines pratiques. En fait, l'image permet de rendre certaines choses pensables et d'autres impensables. Si une chose doit rester de cette analyse, c'est celle-ci. Les images ne sont jamais neutres. Les récits s'inscrivent dans des contextes historiques. Ensuite, ces récits donnent des récits spécifiques, puis donnent des répercussions réelles. Mais la question n'est pas « est-ce que la diversité est représentée ?» Elle est plus profonde. La question est « qui donne vie à cette diversité-là? Qui la crée? Qui la finance? Dans quel intérêt ?» Et tant que ces questions ne sont pas posées clairement, les images continueront d'évoluer sans pour autant transformer le fond.
il y aura toujours cette hiérarchie des images, il y aura donc toujours une hiérarchie des regards, et ce qu'on a à l'écran ne restera jamais à l'écran, vous l'aurez compris. Si vous avez aimé ce contenu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, s'il vous plaît, et à vous abonner parce que ça va arriver par la suite. Je vais balancer des vidéos durant les prochains mois et il y aura une analyse par mois comme celle-ci. Un merci à toutes les personnes qui m'ont poussé ou toutes les personnes qui me suivent sur mes différents réseaux. Ils sont dans ma bio. Un merci aux monteurs également et un merci à ma mère et à mon père parce que voilà, je les aime. Voilà, bisous, allez, on s'attrape.